Merci à vous pour cette invitation. Je me représente très rapidement. Donc, je suis Laurent Mercier. Je suis professeur à l'Institut catholique de Paris, en fait, à la faculté d'éducation et de formation de l'Institut catholique de Paris, mais je suis sociologue. En tant que sociologue, j'étudie depuis une quinzaine d'années, disons, les usages du numérique à l'école et à l'université, pour le dire rapidement, et plus particulièrement les usages de la vidéo, des vidéos numériques. En complément de cette activité de sociologue, j'ai développé depuis plusieurs années une activité dans le champ des humanités numériques, disons, autour de l'instrumentation des recherches en sciences humaines et sociales sur des corpus audiovisuels. Donc voilà, d'un côté, regarder comment ça marche, les interactions avec la vidéo numérique en tant que sociologue, et de l'autre aussi être dans une attitude plus du faire et de construire des dispositifs, des outils qui permettent de travailler sur ces vidéos numériques. Euh, donc, je le dis aussi rapidement, parce que j'en reparlerai ensuite, mais cet investissement dans les humanités numériques, il se traduit notamment par deux projets collectifs qui sont co-dirigés avec Michael Bourgat. L'un qui est un consortium Humanum, donc consortium financé par Humanum, qui s'intitule Canva, donc ce qui veut dire consortium pour la notation, l'analyse et l'archive de la vidéo appliquée aux activités scientifiques, ce qui nous a notamment amené à développer un outil qui s'appelle Celluloid, dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que Michael vous en a fait parler il y a quelques mois. Je suis également porteur d'un projet européen IOSC, donc c'est-à-dire European Open Science Cloud, qui s'appelle le projet s'appelle OASIS, donc c'est-à-dire Open Audiovisual Science Innovation Scheme. Donc, ce qui est une extension en fait de Canva, mais au niveau européen, avec des partenaires européens. Donc, c'est toujours cette idée de se dire, on travaille sur les corpus audiovisuels en SHS et on essaie de développer des méthodes, des outils pour faciliter le travail sur les corpus audiovisuels. Donc, je ne vais pas parler aujourd'hui de ce second aspect de mes recherches. Je vais me concentrer plutôt sur mon activité de sociologue aujourd'hui, même si en fait, et on pourra en reparler, pour moi les deux sont quand même étroitement liés dans ma pratique de chercheur. Et voilà, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir en conclusion. Donc la communication que je vous présente aujourd'hui, elle est issue d'une enquête menée en 2024 avec mes étudiants de licence. Euh, voilà, la communication, donc, comme vous le voyez, s'intitule Apprendre à faire des vidéos avec son téléphone, de la créativité aux compétences professionnelles. Cette, donc, cette enquête a donné lieu à une publication récente qui vient juste de paraître là, début 2025, avec ma collègue Virginie Trémion, qui est maître de conférence à l'Université catholique de Lille. Et donc, c'est un article qui est paru dans le dernier numéro d'Éducation et Société, donc un dossier coordonné par Dominique Pasquier et Anne Barrère, qui s'appelle L'école au temps des tutos. Et donc, dans ce cadre-là, avec Virginie, on a proposé donc un papier qui s'appelle Comment les filles apprennent à faire des vidéos, conception et production de visuels étudiantes en sciences humaines, et donc qui est issu de la même enquête que je vais mobiliser aujourd'hui. Si je reviens un petit peu au cadre théorique de cette enquête. Bon, ce qu'on pourrait dire de manière, je vais le dire sans insister trop, mais disons, depuis le début des années 2000, la vidéo numérique a connu évidemment un développement considérable. Voilà, je ne vais pas essayer de vous convaincre de ça. Bon, que ça soit la réalisation de films avec les téléphones, l'édition, le montage avec des logiciels qui deviennent de plus en plus grand public, le partage évidemment facilité par les plateformes de type YouTube, sur les réseaux sociaux numériques.
les réseaux sociaux numériques qui eux-mêmes consistent de plus en plus, voire exclusivement en un fil vidéo. Hein. Si on prend TikTok, voilà, c'est plus que un fil de vidéo. Euh, donc on a voilà, des pratiques vidéo qui reposent sur une capacité à naviguer, à donner du sens à des contenus qui sont la plupart du temps quand même des contenus hybrides qui mélangent de l'image vidéo, du son, des musiques, des textes, des emojis. Hein, voilà, si on est sur les réseaux sociaux actuels, si on est typiquement sur TikTok ou sur Instagram, bah, après, le contenu presque le plus courant, c'est une petite vidéo sur laquelle on rajoute un peu de texte, un emoji, etc. Ou une vidéo qu'on a filmée sur laquelle on rajoute de la musique, qu'on édite un petit peu. Donc, qu'on soit en France ou qu'on soit dans d'autres pays, je dirais, comparables, hein, les activités qui sont liées à la réalisation, à l'édition, au partage de vidéos occupent une place croissante dans la vie sociale et dans la vie démocratique. C'est-à-dire que poster une vidéo en ligne, c'est un moyen courant, sinon quotidien, de créer du lien avec ses pairs, ses amis, sa famille. C'est un moyen de promouvoir son activité professionnelle dans plein de secteurs, pas que dans les secteurs des médias. C'est un moyen d'exprimer sa créativité, c'est un moyen de partager un point de vue politique sur des sujets. Et donc, on pourrait imaginer que ces pratiques soient du fait du développement et de la centralité de ces pratiques dans la vie sociale, on pourrait imaginer que ces pratiques soient intégrées euh, à ce qu'on appelle en sciences de l'éducation, là, il y a des références classiques là-dessus, hein, Martineau, Orange, etc. Donc à ce qu'on appelle des pratiques sociales de référence. Euh, C'est-à-dire des pratiques qui sont considérées comme utiles, centrales dans la vie sociale et dans la vie démocratique, et donc dont on va devoir faire l'objet d'un apprentissage formel. Hein, l'idée d'Orange et Martinan, c'est de dire, quand on crée les curriculums scolaires et universitaires, une des questions qu'on se pose, c'est quelles sont les compétences dont on a absolument besoin pour vivre une société. Or, on pourrait se dire que savoir faire des vidéos, partager des vidéos, ça devient une pratique sociale de référence et que donc ça devrait peut-être être intégré au curricula scolaire euh, afin de éviter ou réduire des inégalités que la non-maîtrise de ces connaissances pourrait entraîner. Or, en tout cas, c'est une des hypothèses qu'on voulait tester dans le cadre de cette recherche. Il nous semblait que les connaissances sur lesquelles reposent ces activités, en fait, sont essentiellement acquises dans le cadre privé, hors de l'école et de l'université. Alors même que euh, l'inclusion dans le curriculum scolaire et universitaire de compétences multimédiatiques, informatiques, numériques, ah, ça fait l'objet d'un volontarisme ancien et continu, en France, mais aussi encore une fois, dans tous les pays comparables, dans tous les pays de l'OCDE. Bon, voilà, je ne reviens pas sur l'histoire de l'enseignement des médias, des compétences médiatiques, informatiques, numériques à l'école et à l'université en France. Voilà, je me permets de renvoyer euh, genre de question que j'ai fait sur le sujet moi-même, si on retracer un petit peu cette histoire, notamment un ouvrage de 2019 qui s'appelle Éducation numérique. Donc, cependant, quand on regarde cette histoire, en particulier en France, de l'apprentissage des compétences numériques, on se rend compte que euh, les dispositifs d'apprentissage de certification ne ciblent pas, ou de manière très marginale, l'acquisition de savoir et de savoir-faire qui ont trait à la réalisation de photographies ou de vidéos. Les référentiels français restent jusqu'à présent surtout orientés vers l'écrit et le développement d'une littératie numérique euh, écrite. La réalisation. Et on a aussi, non, pardon, ce que je disais en introduction, c'est-à-dire une éducation aux médias, mais qui est orientée plutôt vers le développement d'un positionnement de consommateur critique des médias,
Donc c'est typiquement, on regarde le journal télévisé, ça se fait beaucoup à l'école en France, hein. On regarde un extrait du journal télévisé et puis on apprend à décrypter le format, etc. Ça oui, on le fait. Euh, En revanche, la réalisation de contenu multimédia, dans une logique de créativité ou d'expressivité ou autre, est largement laissée de côté, même si, encore une fois, hein, voilà. Et bien évidemment que, en creusant, on trouve plein de petites expérimentations par-ci par-là, depuis longtemps, mais pas de choses qui soient massivement intégrées dans le curriculum. Donc, la question qu'on se posait, c'est comment on apprend à produire des vidéos, à produire ces vidéos qui sont omniprésentes dans notre vie quotidienne, en sachant que dire ça, en fait, ça veut dire qu'on va s'attaquer à une multiplicité de sous-tâches qui vont requérir des ressources variées. C'est-à-dire que c'est à la fois concevoir, filmer, monter, partager. Encore une fois, tout ça, c'est des activités et des compétences différentes. Et donc, voilà, on se posait cette question, quelles sont les ressources, quels sont les outils que les personnes qui découvrent ces pratiques et ces technologies vont mobiliser. Est-ce qu'il existe des stratégies récurrentes, des étapes, des difficultés quand on veut apprendre à filmer et dans quelle mesure ces apprentissages se construisent en continuité, en rupture, voire en opposition avec les apprentissages scolaires. Euh, donc le lien aussi, hein, je dirais, et c'est ça qui était intéressant pour moi aussi avec l'invitation dans le cadre d'un PEC, hein, c'est qu'on est vraiment à cet endroit de les interactions multimédiatiques, et en particulier les interactions vidéo, comment on fait concrètement pour apprendre à le faire et comment on fait en particulier pour apprendre à produire des vidéos qui vont permettre de participer à cette interaction. Euh, Donc pour cette enquête, on a réduit ce questionnement très général aux étudiants de licence, donc 18-21 ans, hein, évidemment une génération qui est massivement équipée de smartphones, qui a commencé à filmer, à partager des vidéos souvent dès l'adolescence et dont la consommation de contenu audiovisuel via Instagram, TikTok, etc. est devenue une activité quotidienne. Euh, voilà, évidemment, on a les grandes enquêtes hein, sur les pratiques culturelles, notamment celles qui ont été dirigées par Sylvie Octobre, hein, qui montrent très bien ça voilà, sur l'activité quotidienne euh, de, de partage de vidéos. Euh, on s'est centré, donc je le disais, sur des étudiants en licence de sciences humaines et sociales. Le choix, l'idée c'était aussi d'avoir un échantillon qui était plus homogène hein, pour faire une enquête qui allait être une enquête qualitative par entretien où on allait interroger des étudiants sur leurs pratiques. Ce choix, il venait aussi du fait que là, on a les travaux, type les travaux de Flukiger, etc., qui montrent bien qu'il y a une grande différence dans la maîtrise des outils numériques entre les filières scientifiques et les filières d'humanité, pour le dire rapidement. Et donc, voilà, on restera aussi d'échantillons pour cette raison, pour ne pas être parasité par voilà, d'autres types d'apprentissage de compétences numériques. Euh, donc, on a réalisé une série d'entretiens semi-directifs, en l'occurrence 19 entretiens semi-directifs, qui sont exploités ici pour interroger cette relation, ce rapport à la réalisation de vidéos. Euh, alors, en précisant aussi que, au final, on a restreint encore cet échantillon à que des filles. Là, pour le coup, qui était un choix un peu pragmatique, mais qui est ressorti de la lecture des entretiens. On a vu qu'il y avait un truc genré qui s'exprimait fortement. Et donc, on s'est dit, bon, tant pis, on laisse de côté toute une série d'entretiens avec des garçons qu'on avait, et on se concentre que sur les filles. J'ai choisi de pas tellement en parler aujourd'hui, mais on pourra en parler dans les questions si ça vous intéresse. Et pour le coup, on s'est plus focalisé là-dessus dans la publication. Dans la publication dont je parlais tout à l'heure. Donc, les questions qu'on a posées à ces étudiantes, tout simplement, est-ce qu'elles font effectivement des vidéos elles-mêmes? Pourquoi elles le font? Quels réseaux sociaux, quels dispositifs techniques elles utilisent? Comment elles ont appris à réaliser et à diffuser ces images? Quel rôle jouent dans les apprentissages, les pairs, les tutoriels en ligne, les enseignements scolaires et universitaires et éventuellement. Les entretiens, donc, ils ont eu lieu en octobre 2023. Et comme je le disais, ils ont été réalisés par des étudiantes de sciences de l'éducation de l'Institut catholique de Paris et
Ensuite, ils ont été exploités par moi-même et par Virginie Trémon, en sachant que, dernière petite précision sur la méthode, bon, évidemment, voilà, elle n'a pas vocation à être sur un échantillon représentatif, hein, mais, de la population de cet âge, mais l'objectif, c'est, voilà, on est sur du quali, on essaye voilà, d'étudier de manière un peu fine la manière dont ces étudiants construisent leur rapport aux vidéos numériques et au fait de filmer, monter, éditer, partager. Petite première précision sur la caractérisation de cet échantillon. Toutes les étudiantes qu'on a interrogées, de fait, sont des utilisatrices régulières des réseaux sociaux. Elles publient des contenus sur Instagram pour 17 étudiants sur 19, sur TikTok 16 sur 19, YouTube 8 sur 19 et Snapchat 7 sur 19 et aussi d'autres applications. Ces réseaux, elles les consultent et elles les utilisent quasi exclusivement, évidemment, via leur téléphone. Elles repostent des publications de leurs amis, d'artistes, d'influenceurs, elles commentent, elles likent, elles publient aussi des textes qu'elles écrivent, des photos qu'elles prennent. Mais évidemment, filmer, partager une vidéo, c'est une démarche qui est plus complexe, plus engageante. Et donc, la première interrogation pour nous, c'était déjà de déterminer dans quelle mesure les enquêtés filmaient effectivement et partageaient effectivement des vidéos qu'elles avaient elles-mêmes tournées. Et donc, dans l'entretien, une des premières questions en fait, du guide, c'était de leur demander de nous donner les 3 dernières vidéos enregistrées dans leur téléphone. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu as dans C'est quoi les 3 dernières vidéos que tu as filmées C'était juste un moyen aussi évidemment de vérifier qu'effectivement elle faisait des vidéos et que effectivement elle les partageait puis ensuite de voir quel type de vidéo. Et voilà. Ce qu'on peut noter tout de suite, c'est que les personnes interrogées avaient bien au moins 3 vidéos filmées récemment par elles-mêmes dans leur téléphone et qui avaient, à quelques exceptions près, effectivement été publiées sur l'un ou l'autre des réseaux sociaux que j'ai cités. J'ai mis là, donc 17 enquêtés sur 19 ont qualifié leur pratique de partage de vidéos de régulier et 8 sur 19 affirment même publier des vidéos chaque jour, voire plusieurs fois par jour. Petite vidéo, hein. Mais c'est très régulier, voire quotidien. Euh, Encore une fois, hein, voilà, on n'est pas sur. Je ne cherche pas à dire que l'activité de cet échantillon est représentative de la population étudiante française dans son ensemble. Il y a quand même un biais qui est assez fort, c'est que évidemment le recrutement des personnes qui sont interrogées, il a été fait par mes étudiantes qui sont à l'Institut catholique de Paris. Donc, on est quand même à Paris, dans la région parisienne, avec des gens qui ont un certain niveau social. Bon, tout le monde a un iPhone, etc. C'est pas, voilà, c'est pas la population générale non plus. Mais ça nous dit quand même quelque chose sur le fait que cette activité de publication de vidéos sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est largement partagé. On pouvait en avoir l'intuition, et là, ça se vérifie en tout cas dans les chantiers. Euh, à partir de ça, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de commencer à aborder la manière dont ces étudiantes ont appris à réaliser des vidéos et aussi examiner donc, cette réalisation en tant qu'activité quotidienne qui témoigne voilà. Alors, d'un apprentissage, d'une autonomie relative pour ces étudiants qui deviennent des adultes, mais en même temps qui habitent aussi encore chez leurs parents, la plupart, et pour certaines qui vont considérer la réalisation de vidéos comme un véritable travail, ou en tout cas comme une activité dans laquelle se profilent des compétences professionnelles ou pré-professionnelles, dont elles ont conscience. Elles se disent, bon voilà, j'apprends à faire des vidéos aussi parce que je me dis que ça va me servir tard, dans mon activité. Cette partie, c'est pas l'école qu'on apprend à l'activité qui a permis d'entretien. Là, je vous ai mis deux extraits d'entretien que je vais commenter. Donc, se mettre à faire des vidéos, c'est présenté par les enquêtés comme une exploration donc, qui se déroule, comme je le disais, essentiellement en dehors de la sphère scolaire. À 2 exceptions près, euh, là aussi, et c'est apprendre à faire des vidéos, elles ont appris à le faire tout de suite avec leur téléphone.
Il y en a que 2 sur 19 qui nous ont dit, ah oui, j'ai fait des petites vidéos avec un téléphone, pardon, avec un appareil photo ou avec un caméscope. Non, non, non. Bon. Mais la plupart du temps, non. On n'est déjà plus dans cette génération-là. Les caméscopes, ça n'existe plus. Et les vidéos, c'est tout de suite par le téléphone. Euh, en tâtonnant, une pratique autodidacte qu'elle développe seule, par imitation des pères, imitation aussi beaucoup des frères et sœurs, il y a des frères et sœurs plus grands, utilisation aussi évidemment de tutos, qu'on va aller regarder pour comprendre comment on fait. Voilà, c'est dans le premier extrait d'entretien. Depuis que je suis petite, j'apprends toute seule. Si je veux filmer, je filme. Je lis le premier extrait d'entretien. Si je veux filmer, je filme. Si c'est moche, bah, ça va pas me choquer, c'est pas grave. Je réessaye, j'apprends. Par exemple, le montage. Voilà, d'autres me disent c'est compliqué, mais en fait non. Si on regarde en ligne, très facilement, on trouve des solutions pour faire les choses. Euh, et même chose sur le deuxième extrait d'entretien. Voilà, je lis la fin de l'extrait d'entretien. Il y a certains professionnels qui mettent des conseils. Ça, c'est toujours intéressant. Je m'inspire aussi énormément d'autres créateurs. Euh, voilà, évidemment, on apprend à faire des vidéos aussi en regardant les vidéos des créateurs de contenu, des influenceurs. D'ailleurs, non pas tant, je vais y revenir pour apprendre de la technique au sens cinématographique, mais c'est plus pour apprendre euh, les formats, c'est-à-dire les différents formats de vidéos qui peuvent exister. Euh, donc oui, un apprentissage par essai-erreur, progressif. Voilà. Dès qu'on est petit, parce qu'effectivement, ce qu'elles disent toutes, c'est voilà, elles ont commencé à avoir un téléphone au début de l'adolescence, et donc très vite, elles commencent à filmer des petits trucs. Et on apprend comme ça un petit peu sur le tas. Euh, Donc, dans les entretiens, l'école n'est jamais associée à la naissance de ces pratiques. C'est une question qu'on a posée. Donc, voilà, non. Euh, alors même que un grand nombre d'entre elles nous disent que ça arrive qu'on leur demande de réaliser des vidéos pour un cours. Ça oui, à l'école et à l'université. Euh, Ça arrive de plus en plus qu'un prof dise, bah voilà, je vous demande de réaliser une vidéo pour valider ce cours ou dans le cadre de la validation de ce cours ou comme un exercice. Euh, mais les étudiantes précisent bien qu'elles n'ont pas reçu pour cela de formation à la conception d'un film. Donc, je fais une parenthèse là-dessus, mais on voit qu'on est quand même encore dans un moment où les institutions scolaires et universitaires fonctionnent avec une idée plus ou moins explicitée que les étudiants sont des digital natives. C'est bon, ils savent faire, il n'y a pas besoin de leur expliquer, ils font tout seuls. Sauf qu'en fait, évidemment, c'est pas du tout vrai. Et dans l'échantillon, on a certaines qui nous disent, bah oui, vraiment qui savent faire du montage et d'autres pas du tout, voilà. Donc ça veut dire qu'on produit en réalité une forme de curriculum caché, hein, au sens de Snyder, c'est-à-dire qu'on a des apprentissages qui sont pas programmés, qui sont pas présents dans les curriculums, mais pourtant qui sont nécessaires à la réussite. Et donc qui vont être générateurs potentiellement d'inégalités, évidemment, entre les apprenants. Euh, Donc, on a des compétences techniques qui vont être apprises dans le cadre privé, notamment celle du montage. Alors, là, ce qui ressort beaucoup, notamment ça ressort dans 10 entretiens sur 19, je l'ai mis là. C'est l'utilisation de CapCut. Voilà, il y a d'autres logiciels de montage qui sont cités, mais notamment celui-là. On voit que voilà, on a un logiciel de montage sur téléphone voilà, qui est très massivement utilisé. Voilà, là, l'extrait d'entretien, c'était au collège. Je regardais des vidéos de YouTube lifestyle et dans les moments d'ennui, je faisais des vidéos de moi où je faisais des skincare routines ou des choses comme ça. Je parlais toute seule de mon téléphone, mais j'ai jamais posté ces vidéos. Et après, je faisais un montage, mais c'était des vidéos qui sont jamais sorties, c'était juste quand je m'ennuyais. Ça aussi, chose qui revient beaucoup dans les entretiens, ces jeunes filles, elles nous disent ce qu'elles ont appris en fait en faisant comme si, c'est-à-dire comme si elles étaient une youtubeuse, comme si, etc. Et souvent, pendant plusieurs années, comme ça, c'est une vraie
activité, je suis dans ma chambre, je me fais une petite vidéo de moi-même, comme si je m'adressais à un public, etc. Mais sauf que je m'adresse pas à un public. Et voilà, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi à faire des vidéos un peu dans sa chambre ou dans sa salle de bain en termes à clé. Et puis on s'imagine que qu'on est un youtubeur ou une youtubeuse. Virginie, avec qui j'ai écrit l'article, me disait, bah oui, c'était comme nous, quand on était devant notre miroir avec notre on faisait semblant de chanter une chanson, etc. Quand on était ado, on fait semblant pour apprendre. Euh, donc, on a des vidéos qui sont produites, je le disais, dans le cadre scolaire universitaire, euh, voilà, dans les entretiens, ce qui ressort, c'est quand même pas quelque chose de très positif. C'est, bon, on nous demande de faire ça, on le fait, on sait pas trop comment faire, etc. Euh, Malgré tout, les étudiants nous disent, là aussi on les interrogeait là-dessus, que ça les intéresserait. C'est-à-dire, s'il y avait des apprentissages à l'école, à l'université, pour apprendre à faire des vidéos, bah oui, 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 ce serait intéressant. Mais encore une fois, les quelques exemples qu'on a, c'est voilà, un peu des bribes de formation qui sont plutôt faits par des enseignants innovants, on pourrait dire. Voilà, tel ou tel étudiant nous dit, bah oui, on avait un prof qui nous a montré comment, etc. Mais on n'est pas dans le cadre du cursus scolaire. Donc, évidemment, l'acquisition du premier smartphone, c'est directement en lien avec le démarrage de cette activité. Euh, je le disais, au cours de cet apprentissage qui est complexe, le montage, c'est l'activité qui est considérée comme la plus oui, compliquée et minutieuse aussi, qui demande beaucoup de temps pour arriver à un résultat satisfaisant. Et on a plusieurs enquêtés qui nous disent qu'elles passent parfois plusieurs heures pour monter une vidéo de quelques minutes, un temps qui est pris chez soi, qui est aussi, alors pour les là, quand on est en région parisienne, plusieurs nous ont dit que c'était dans les transports en commun. On commence à trier, retoucher, faire ces petites vidéos. Bon, c'est un temps voilà, qu'on peut occuper pour ça, parce qu'effectivement, monter une vidéo, c'est une activité qui est sinon, en tout cas, sinon très compliquée, qui est en tout cas chronophage. Euh, Vis-à-vis de cette production qui est quand même fournie de vidéos, progressivement, on va poster de plus en plus. Il y a un des apprentissages importants qui est l'apprentissage de la différenciation entre le public et le privé. Euh, on a une option évidemment, notamment sur Instagram et sur TikTok, qui va permettre de distinguer les vidéos qu'on va partager que à son cercle d'amis et des choses qu'on va partager de manière publique. Euh, et donc, euh, les utilisatrices voilà, me disent, là, voilà, il faut que je sois vigilante. Les parents, les parents disent, bon, tu me mets des vidéos, mais il faut pas qu'on voit tes petits frères et sœurs, parce qu'eux, ils sont trop jeunes. Et globalement, voilà, on voit qu'il y a une négociation aussi avec les parents progressive sur la présence qu'on peut avoir en ligne. Une partie quand même des enquêtés nous disent qu'elles n'ont jamais partagé leurs vidéos qu'en mode privé. Donc des vidéos qui sont uniquement visibles par leur cercle d'amis proches. Donc ça, c'est 7 sur 19. Et 5 d'entre elles nous ont dit avoir deux comptes, en fait, un privé et un public. Et que en public, en gros, elles vont partager que des contenus qu'elles estiment non dangereux ou non identifiants, des vidéos de paysages, de concerts, etc. Des choses dans lesquelles elles ne sont pas identifiables. Et donc ça, ces modes de partage qui sont raisonnés, évidemment, ça découle de discussions, de négociations avec les parents, de discussions avec les proches, avec les amis, et puis aussi, évidemment, de la conscience des formes graves et impactantes pour l'image de soi qui peuvent les menacer, et en particulier le détournement de leurs propres vidéos, la captation de leurs propres vidéos. Et donc, on avait quand même deux enquêtés sur 19. Slide d'après, oui, c'est ça.
2 enquêtés sur 19 qui nous disent avoir subi directement des pratiques de deepfake, c'est-à-dire que quelqu'un récupère en fait une de leurs vidéos avec leur tête, etc., va mettre leur tête sur un contenu pornographique et republie ensuite la vidéo. Voilà, ce type de choses. Voilà, on a un premier exemple que j'ai mis en haut. Voilà, la nouvelle copine de mon ex qui voulait à tout prix casser l'image que mon ex avait sur moi. Donc, elle a pris des photos, elle a créé un faux compte sur Instagram avec et elle a contacté. Voilà. Vous voyez, ce type de choses. Et puis aussi, voilà, j'ai mis un deuxième exemple. Voilà, quelqu'un qui a un grand nombre de followers et qui nous dit, voilà, ils font des montages de moi, ils créent des nudes avec un logiciel, etc. Donc, ou ils m'envoient en DM des photos que j'ai pas envie de voir, etc. Ça, c'est un autre apprentissage qui est lié au fait de faire des vidéos et de partager des vidéos, c'est l'apprentissage de la gestion des risques, et évidemment qui est très genré. Ça, c'est quelque chose qui ressortait dans beaucoup plus dans cet apprentissage par les filles que par les garçons. En fait, cette dimension-là, elle est inexistante pour les garçons. Pas, pas besoin de réfléchir à ça. Euh, donc, j'en arrive à cette question de la vidéo vue comme un travail, d'abord un travail universitaire, ensuite je vais venir plus aux compétences professionnelles. Euh, Cet exemple-là, il me semblait intéressant. Donc, extrait d'entretien aussi, sur ma lecture des systèmes totalitaires d'Arendt. Je devais lire ça, et je n'en pouvais plus, j'arrivais pas à lire, donc j'ai sorti ma caméra. Je me suis dit, je vais filmer ma lecture commentée des systèmes totalitaires d'Hannah Arendt. Et ça, c'était donc quand on leur demandait quelles sont les dernières vidéos dans votre téléphone. Et en fait, elle avait des vidéos d'elle-même en train de se filmer comme si elle faisait une sorte de petit, comment, de petit tuto, de petit sur, voilà. Et qu'elle a ensuite posté à ses amis qui sont dans le même cursus que elle, pour l'occurrence, elle était en sciences politiques. Elle est en sciences politiques. Et donc, c'est un moyen aussi voilà, de se mettre en mouvement, de faire une activité qui va participer à son travail universitaire. Mais encore une fois, on voit bien que c'est la mise au service de ses compétences vis-à-vis de quelque chose qui n'a absolument rien à voir. C'est pas, je veux dire, c'est pas une étudiante qui est en études cinématographiques ou même en infocom où elle se dirait il faut que j'apprenne à faire des vidéos pour apprendre à faire des vidéos. C'est mis au service d'autres types de compétences. Euh, Quand on les interroge, ces étudiantes, justement sur les mots qu'elles associent à la production de vidéos, alors de manière assez attendue, on a voilà, l'expression m'exprimer, 10 sur 19, et la création 8 sur 19. Mais, et je voulais en venir là, on a quand même aussi le travail qui ressort explicitement dans 5 entretiens sur 19. Alors évidemment, avec des étudiantes qui vont être plutôt sur des filières où elles se disent que, comme je le disais, que ça a du sens parce qu'elles sont en infocom, voire en études cinématographiques. Donc là, on comprend, mais pas seulement. On a aussi d'autres exemples comme ceux que je citais. Euh, donc, il y a aussi cette dimension de travail quand on voit, d'une certaine manière, le rythme élevé que certaines s'imposent, parce qu'évidemment, si on fait une vidéo par jour, bah, en fait, il faut s'organiser, quoi. C'est-à-dire que ça devient une activité, voilà. Euh, Ça devient une forme de travail. Alors ça, malgré tout, sur ces 5 cas-là, on a quand même des enquêtés qui se projettent dans euh, des médias, de l'influence, voilà. Euh, Avec donc déjà pour ces étudiantes-là le développement de stratégie qui est orienté vers la question de la rémunération. Euh, donc on avait 2 cas hein, dans l'échantillon d'étudiants qui avaient
pour l'une plus de 10 000 et pour l'autre plus de 100 000 followers sur TikTok. Donc là, on rentre dans autre chose parce on est contacté par des marques qui veulent nous proposer un partenariat. Elles ont aussi voilà, conscience je l'ai pas mis dans les extraits d'entretien, de combien ça va rapporter, de faire tant de milliers de vues sur les différents réseaux, etc. Donc ça devient voilà, aussi une activité compris rémunération, c'est une sorte de petit complément de rémunération. Et comme je le disais, ce- ces étudiantes-là, c'est elles qui vont vraiment développer une vraie compétence sur la maîtrise des différents formats de vidéos. J'en cite une qui s'est spécialisée dans les vidéos. En fait, disons, à chaque fois qu'elle va au restaurant, elle fait une vidéo un peu de critique culinaire, entre guillemets, du restaurant. Donc là, on voit dans l'extrait, voilà, elle nous dit par exemple, je fais en sorte que la vidéo dure 1 minute. En 1 minute, j'ai le temps de montrer l'établissement, en faisant attention de ne pas montrer les visages. Donc le cadre, l'ambiance, les plats. J'essaye de faire des vidéos food porn. Donc on voit qu'il y a aussi la conscience d'un format spécifique. Elle nous dit, petite technique, quand tu montes les menus, c'est bien de pas trop t'attarder sur le menu non plus, dans le sens où on fait pour faire la visibilité, pour avoir de la visibilité, il faut des likes, il faut des commentaires. Et si tu donnes toutes les informations directement, les gens vont pas te poser de questions. Alors que si tu montres rapidement le menu, ils devront te poser une question pour avoir des précisions. Donc là, on voit qu'il y a une maîtrise quand même assez fine de techniques qui sont pas, encore une fois, des techniques au sens cinématographique, mais qui sont la, voilà, des techniques de maîtrise d'un format spécifique de vidéo. Euh, Pour autant, et ça c'est quelque chose qui nous a un peu étonné, voilà, ce qu'on peut dire c'est que le fait d'accumuler un nombre important de followers et de s'impliquer beaucoup, d'y passer beaucoup de temps chaque jour, etc., ça n'implique pas nécessairement l'apprentissage de techniques numériques avancées, ni l'acquisition de matériel particulier, pour aucune des enquêtées en fait. Les fonctionnalités du smartphone suffisent, même pour celles qui, encore une fois, ont plus d'activités. Euh, Et donc, le fait de développer des compétences audiovisuelles ne concerne que celles qui se dirigent vraiment vers les métiers de l'audiovisuel. Euh, donc, oui, c'est ça. Donc, on a là des étudiants qui nous disent, bah non, moi, je pose mon téléphone comme ça, en plan fixe, et puis je le fixe, et puis en plus, je le poste, et puis c'est tout, quoi. Alors même que derrière, il va y avoir 100 000 vues, 200 000 vues. Euh, Chose intéressante, on a aussi, avec cette idée de compétences pré-professionnelles, ce qui est ressorti dans plusieurs entretiens, c'est quand même cette idée que apprendre à faire des vidéos, ça peut servir dans plein de métiers différents. Donc là, effectivement, on a une étudiante qui est pour le coup une étudiante en sciences de l'éducation, qui nous dit, ah, moi j'aimerais bien être dans l'éducation spécialisée, peut-être avec des élèves en situation de handicap, etc. Je me dis que je pourrais faire des vidéos pour sensibiliser le public à ces questions, etc. Elle dit elle-même qu'elle regarde beaucoup ces vidéos d'enseignants ou de professionnels de ces secteurs, et qu'elle aussi, elle aimerait bien faire ça. Et donc, on voit d'une certaine manière des étudiants qui nous disent un peu, en fonction des différents métiers pour lesquels ils se destinent, à chaque fois, on retrouve cette idée, bah, ça pourrait quand même être un plus de savoir faire une petite vidéo, quoi, pour montrer ce que je fais, pour montrer mon activité professionnelle. Donc, euh, ah, voilà, donc là, pardon, je suis allé un petit peu en avance par rapport à ce que je disais. Voilà, donc on a typiquement l'étudiant dont je parlais, qui a quand même une grande communauté. Elle nous dit, voilà, moi, je sais rien faire de spécifique, voilà, avec mon téléphone, juste je me filme, je parle de moi, je raconte des choses, et puis les gens, ils aiment bien, donc une communauté qui se développe. Mais en revanche, il y a d'autres formes de compétences qui sont aussi le fait d'apprendre à gérer une communauté. Donc, par exemple, elle sait à quelle heure il faut qu'elle poste.
pour que ça marche. Elle sait voilà, comment réagir, quoi dire, à quel moment. Parce qu'il y a aussi une question de modération même, des commentaires par rapport à la vidéo qu'on fait. Euh, et aussi une anticipation d'ailleurs de cette modération quand elle fait la vidéo. Elle dit, bah, voilà, quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait de faire une vidéo où, je sais pas, voilà, comment j'avais un décolleté. Alors là, ensuite, j'avais que des vêtements décolletés. Bon, ensuite, je me dis, je vais pas faire ça. Donc, encore une fois, ça, c'est aussi un apprentissage d'anticipation de ce que la vidéo va générer comme commentaire. Euh, donc, ce qu'on peut dire voilà, pour conclure et de manière synthétique, la production, le partage de vidéos par donc, ces jeunes adultes qu'on a interrogés pour cette enquête, ça semble répondre principalement à trois objectifs, d'après ce qui est ressorti. Euh, D'abord, il y a la question de la mémoire partagée avec les amis, avec la famille. On filme d'abord des choses aussi pour se souvenir. C'est voilà, des choses qu'on a fait ensemble, des activités qu'on a fait ensemble et on les partage. Ensuite, on a la question de l'expression d'une créativité. Et ensuite, on a le développement de compétences pré-professionnelles. Évidemment, ces trois objectifs ne sont pas exclusifs les uns des autres, hein. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'ils se cumulent en fonction de l'investissement des étudiants dans la conception des vidéos. Euh, on pourrait dire qu'il y avait trois niveaux. C'est-à-dire que vous avez le premier niveau d'investissement, c'est des enquêtés qui vont nous dire que elles font des vidéos juste pour partager avec leurs proches des moments qu'elles ont vécu ensemble. Dans ce cas-là, on a des vidéos qui sont peu montées, c'est un plan séquence, il n'y a pas tellement de travail d'édition, éventuellement un peu un ajout de filtre, de légendes, d'émojis, etc. Mais on ne va pas tellement plus loin. Euh, Ensuite, quand on a une activité qui est considérée comme une production de vidéo comme une pratique créative, là, on va avoir le développement d'autres compétences, et notamment le montage avec l'utilisation d'applications tierces. On n'est plus que dans juste le film comme ça, mais on va voilà, utiliser une application de montage, etc. C'est-à-dire que là, on a envie de faire quelque chose de créatif, on rajoute la musique. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et ensuite, on a les enquêtés qui vont utiliser les réseaux sociaux et la production de vidéos numériques dans une logique de construction, on pourrait dire, d'une marque personnelle, hein, pour celles qui... et là, on va avoir celles qui diversifient le plus leurs compétences, avec notamment la maîtrise de différents formats. Je disais, les tutoriels, les vlogs, la critique culinaire, les lives, qui sont aussi évidemment un format particulier qu'il faut savoir maîtriser, et aussi donc le développement de stratégies de communication numérique qui vise à s'adapter aux attentes d'un public. On va dire que c'est là le niveau le plus élevé dans ce qu'on a observé, c'est peut-être ça, c'est-à-dire le fait d'avoir conscience des gens à qui on s'adresse, du public à qui on s'adresse, et donc aussi de faire des vidéos en anticipant les attentes de son public. Et je vais... Merci à vous.